Nous sommes dimanche 23 février. Le tour de l'actualité sur la télévision Labari a commencé par le sommaire. La CDS Rahama à l'heure de la conciliation entre les deux ailes du parti, la rumeur se fait grande et insistante. Mais qu'en est-il exactement? Réponse du président du parti, Mahaman Ousmane, dans ce journal. Dans ce journal également, retour en détail sur l'ouverture hier du festival de l'Aïr à Ifouérouane et l'annonce du Premier ministre de l'ouverture d'une enquête par rapport au véhicule qui a sauté sur une mine et occasionné 2 blessés. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue et merci d'être avec nous. En plateau ce soir avec nous, l'honorable député Nassirou Halidou du groupe parlementaire Modène FA Lumana. Monsieur l'honorable député, bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir. La 10e édition du Festival de l'Aïr a ouvert par le Premier ministre, chef du gouvernement, Birji Rafini. Nous y étions hier, souvenez-vous, et nous y retournons ce soir pour plus de détails. 4 jours de festivités au programme où les concurrents rivaliseront de talent autour de la danse, du chant et de la course de chameaux. Nos envoyés spéciaux Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi nous proposent une immersion totale dans l'ambiance et un régal des yeux comme si nous y étions. Suivons plutôt. Toutes les 15 communes de la région d'Agadez sont présentes à ce festival de l'Aïr, facteur de consolidation de la paix, de promotion de potentialités économiques, culturelles, touristiques et artisanales. Ce festival de l'Aïr est à sa 10e édition. Plusieurs discours ont marqué la cérémonie d'ouverture. Le maire et le préfet du Férouane, le président du conseil régional d'Agadez, le gouverneur de la région et le premier ministre, tous dans leur discours, un seul mot revient, la paix. Il y a la paix, cela a été dit par tous ceux qui sont intervenus tout à l'heure. La paix retrouvée. Le gouverneur l'a dit en 2007-2008. Il n'y avait dans cette vallée, dans cette ville, que les forces armées nigériennes. Et dans la ville, pas une seule âme qui vive, mais il y avait plutôt des ânes, beaucoup d'ânes, des chiens et des corbeaux. Voilà ce qu'il y avait en 2007 et 2008 dans cet espace où vous êtes aujourd'hui et où les populations sont revenues pour reprendre leur vie comme si jamais cela ne s'est produit. Je dois remercier très sincèrement tous ceux qui ont apporté leur précieux concours au déroulement de cet événement. Combien important pour cette population, vous l'avez remarqué, détaché du reste du Niger, à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Donc c'est sans doute la ville la plus au nord du Niger. Mais elle s'est toujours sentie à 100% nigérienne. Son destin est celui des populations de Tillabéri, c'est celui des populations de Ngourti ou de Difa. En tout cas, le brassage est tel que ici, on est bien au Niger, on est bien nigérien. Merci pour avoir effectué ce pèlerinage, parce qu'il s'agit bien d'un pèlerinage. Merci à tous ceux qui ont mis leurs ressources financières et matérielles pour réaliser ces belles infrastructures. C'est un apport inestimable pour le développement de cette communauté. Quant au ministre du Tourisme, elle a salué l'initiative, l'un des plus importants cadres d'échange culturel de la région d'Agadez. Le festival de l'Aïr témoin du retour de la paix dans cette zone nord du pays. Ce thème cadre parfaitement avec le programme de renaissance de son Excellence M. Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, qui place les questions de la paix au cœur des préoccupations nationales et internationales, parce qu'elle est la condition sine qua non de la libre circulation des personnes et des biens et de libre exercice des activités économiques en général et du tourisme en particulier.
Le festival de l'Aïr, c'est le rendez-vous de l'homme avec son milieu, où sont organisés danses, chants, concours de danse de Tendé, concours du port des turbans, concours de plus belles tresses, courses et parades des chameaux ou sokni, concours du chameau le plus dressé, le mieux harnaché, visite de tous sites touristiques de la région, le tout agrémenté par une exposition agro-silvopastorale, touristique et artisanale qui met en valeur le potentiel de la région. Véritable produit d'appel touristique, le Festival de l'Aïr met en exergue une réalité évidente dans le processus du retour définitif de la paix et du développement économique et social de notre pays. Ce thème constitue une ambition qui répond parfaitement aux défis du moment et cadre avec les objectifs contenus dans les documents d'orientation nationale. Ce festival de l'Aïr a débuté en 2001. Divers articles artisanaux sont exposés, une façon de présenter la richesse culturelle de la région d'Agadez. Iferouane, restons-y, un décor paradisiaque de montagnes, de sable fin, une belle fête et des jolies retrouvailles qui ont failli être gâchées quand un véhicule a sauté sur une mine. Heureusement, on ne déplore que 2 blessés. Le Premier ministre a déjà annoncé l'ouverture d'une enquête. Ibrahim Tikiré et Sadou Doumi nous éclairent davantage. Il était 9h45 quand les participants du Festival de l'Aïr ont été alertés par l'explosion d'une mine. Selon nos envoyés spéciaux, une voiture à son bord, 2 personnes a sauté sur une mine à 200 mètres du site où se tient le Festival de l'Aïr, blessant ses 2 occupants. Aussitôt, la zone a été quadrillée et les autorités ont assuré que le calme était revenu. Effectivement, juste avant l'ouverture, avant la cérémonie d'ouverture de ce festival, ce grand rendez-vous, on a entendu une explosion juste là, donc derrière le flanc de la montagne, sur une piste qui passe devant cette montagne. Et lorsque donc les secours sont allés, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un engin qui a explosé parce qu'une voiture est passée dessus. Et malheureusement, il y a eu un blessé assez grave puisqu'il est blessé gravement au niveau du pied. Et il a été évacué sur Alit. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Il s'agit là de ces fameux engins que nous a légué malheureusement la période malheureuse des conflits que nous avons connus. L'enquête va nous édifier. L'enquête qui est ouverte va nous édifier s'il s'agit d'un ancien engin que les contrôles des déminages n'ont pas réussi à déceler, ou bien un acte de sabotage pour porter un discrédit sur cet événement majeur qui a lieu ici à Iferouane. L'un dans l'autre, dans tous les cas, nous considérons qu'il s'agit là d'un épiphénomène. Nous sommes déterminés. Ce n'est pas ces explosions qui vont nous ébranler devant notre détermination à construire la paix, à sécuriser le territoire partout sur l'ensemble du territoire, l'étendue du territoire du Niger. Et les populations, vous l'avez vu vous-même, elles n'ont pas du tout été ébranlées. La fête a continué. Selon nos envoyés spéciaux, l'engin qui a explosé fait partie des mines qui ont été posées pendant la dernière rébellion. Depuis la fin du conflit, l'ONU s'emploie à déminer des milliers d'engins explosifs enfouis dans la zone d'Iferouane par les ex-rebelles et l'armée nigérienne. Et venons-en à présent à notre invité du journal, l'honorable député Nassirou Alidou. Bonsoir à nouveau. Bonsoir. Votre groupe parlementaire demande une enquête internationale par rapport à l'attaque qui a eu lieu au domicile de votre leader, Hama Amadou. Parlez-nous-en. Je vous remercie une fois encore. La demande du groupe parlementaire relative, n'est-ce pas, à une enquête internationale suite à l'attaque, ou du moins au tir
du domicile du président de l'Assemblée nationale ne veut pas dire que le groupe parlementaire de Man Africa ne fait pas confiance à notre justice ou à notre police nationale. Au contraire, cette police nationale a prouvé tout son attachement à ce que la vérité soit dite. En premier lieu, elle était présente au lieu, n'est-ce pas, de tir, notamment. Elle a pris des dispositions nécessaires. C'est le lieu, pour moi, de leur témoigner toute notre satisfaction et tout notre encouragement. Nous avons simplement demandé une enquête internationale, c'est tout juste pour les appuyer. Parce que le Niger évolue dans un cadre de mondialisation. Le Niger est aujourd'hui membre de la CEDEAO. Le Niger est membre du Conseil de l'Entente. Le Niger est membre de l'UEMOA, pour ne citer que cela. C'est pour tout juste faire, n'est-ce pas, savoir à ces institutions, à ces cadres internationaux, ce qui est en train de se passer au Niger. Que ça ne doit pas être négligé, que la situation du Niger doit être prise en compte. Voilà pourquoi nous avons demandé l'enquête internationale. Mais au niveau de votre groupe parlementaire, le fait qu'il y ait eu ce tir au domicile du président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il ne dispose plus d'une sécurité, ou qu'est-ce que cela veut dire à votre avis, pour susciter cette déclaration d'hier? En réalité, il ne dispose plus d'une sécurité, c'est trop dit. Mais ce n'est pas moins dit aussi. Il vous souviendra qu'il fut un moment, alors que la sécurité de l'ensemble des présidents des institutions de la République sont en train d'être renforcées, la sécurité du président de la République aujourd'hui est renforcée plus que tout le Niger même. La sécurité du Premier ministre, la sécurité de tous les présidents des institutions sont en train d'être renforcées. C'est en ce moment que le ministère de l'Intérieur a choisi pour diminuer d'une façon drastique la sécurité du président de l'Assemblée nationale. Nous avons dénoncé, alors même qu'il n'y a aucune note verbale, une note écrite pour demander cette diminution. Ils ont tous tout simplement demandé à ces agents de rentrer dans leur caserne respective. Tout simplement. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. Pardonnez-moi, mais le président de l'Assemblée nationale le savait, il l'a déjà dit qu'il se sentait menacé. Mais sur la base de cette menace, est-ce que votre parti a informé les autorités compétentes sur la menace qui pèse sur le président de l'Assemblée nationale? Du moment où... Il le savait, il l'a dit. Du moment où ils ont diminué sa sécurité, on leur a demandé pourquoi. Ils n'ont pas répondu. On leur a demandé de nous écrire pour au moins que le président sache qui a demandé à ce que ces éléments-là rentrent dans les casernes. Ils ont refusé de le faire. Or, on sait que l'armée, un militaire, c'est quelqu'un qui suit la voie hiérarchique. Lorsque son supérieur lui demande, il obéit. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas une force de sécurité. Il ne détient pas la force de sécurité. On le met à sa disposition. Absolument. Voilà. Poursuivons maintenant ce journal et venons-en directement au chapitre politique avec la déclaration de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR ce matin même à Niamey. L'Alliance s'exprime par rapport à la situation sociopolitique dans le pays, née selon elle de la formation du gouvernement de large ouverture. Assoumana China et Aboubakar Souley pour le compte rendu. C'est une déclaration de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République pour s'exprimer sur la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays depuis, selon la structure, l'échec de la tentative de la formation du gouvernement d'union nationale par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Les sorties inopinées et irresponsables de certains tenants du pouvoir ont permis aux Nigériens et au monde entier de découvrir le vrai visage des princes qui nous gouvernent
et leurs limites objectives. Il est à craindre que nous sommes dans cette logique lorsque certaines personnalités, sans foi ni loi, veulent qu'on les aide à se débarrasser de Hama. La diminution des effectifs de la sécurité du président de l'Assemblée nationale, alors qu'en même temps, certains s'enferment dans une tour de barbelés, est significative à plus d'un titre. On est en droit d'affirmer aujourd'hui des personnalités de l'opposition ne sont plus à l'abri quant à la sécurité de leurs personnes et de leurs familles. L'insécurité guette toutes les sphères de la vie sociale. Au vu de toute cette situation, la RDR a tenu à dégager sa position. La RDR, résolument déterminée à barrer la route aux fossoyeurs de l'unité nationale, de la paix, de la démocratie et de la République. 1. Condamne avec force l'attaque odieuse du domicile du président Hama Amadou et apporte sa compassion et son soutien à lui-même, à sa famille, aux militantes et militants de Modern Effort Lumana Africa. 2. Attache du prix pour que l'enquête en cours se poursuive afin de démasquer et châtier les auteurs et commanditaires du crime perpétré au domicile du président Hama Amadou. 3. Exige la libération immédiate de l'enseignant Ismaël Salifou. 4. Demande au gouvernement le rétablissement immédiat des salaires illégalement suspendus des enseignants du spécial A. 5. Exige la diminution du prix des hydrocarbures. 6. En appel à la mobilisation générale de tous les démocrates et républicains pour faire échec à toute volonté d'instaurer la dictature et le totalitarisme au Niger. Cette sortie de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République confirme les rapports tendus entre l'opposition politique et la majorité au pouvoir, un exercice qui doit se faire dans le respect des règles de la démocratie. À l'issue de cette déclaration de la RDR, le président de la CDS, Mahaman Ousmane, s'est prononcé par rapport à la rumeur qui fait état d'une conciliation entre les deux ailes du parti engagées depuis peu. La réponse du président à suivre en partie magazine de ce journal. Et puis, retour sur notre invité pour parler cette fois-ci des propos de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Il aurait dit que le président de la République, Issoufou Mahamadou, lui aurait demandé de l'aider à se débarrasser de Hama Amadou et que ces propos-là continuent de susciter des commentaires au sein de votre parti, n'est-ce pas? Merci vraiment parce que c'est une révélation que moi j'ai dénoncée il y a cela presque un an, depuis que son excellence l'ex-président de la République, Tanja Mamadou, a fait cette révélation. J'ai tenu à faire des interviews parce que je vous avoue que ces tirs survenus dans la nuit du 16 au 17 à la résidence du président de l'Assemblée nationale, le président de notre parti, le Lumana Africa, ne nous ont pas du tout surpris, nous. Et je vous avoue aussi que ça nous a pas rendu, ça nous a pas tourmenté, mais ça nous a rendu quand même perplexes. Parce que lorsque vous suivez l'évolution des choses, par rapport, n'est-ce pas, à la révélation du président Tanja, une révélation relative à ce que l'actuel président de la République, Mahamadou Issoufou, l'aurait demandé à se débarrasser, de l'aider à se débarrasser de Hama Amadou.
en contrepartie, parce que il y a une contrepartie. Il va libérer Foucori. Alors, à mon avis, Mahamadou Issoufou, c'est le président de la République. Celui qui devait être le garant de l'unité nationale. En dehors de ça, il devrait garantir la sécurité de tous les citoyens, y compris le président de l'Assemblée nationale. Si c'est lui qui demande même à ce qu'on l'aide à se débarrasser du président de l'Assemblée nationale, je pense que là, c'est une haute trahison. Si cela s'avère vrai, c'est une haute trahison. Il a alors trahi son serment. Il a violé alors la Constitution. Dans ce sens, j'ai demandé depuis longtemps que le parquet ouvre une enquête par rapport à ça. Parce que, à mon avis, et ça devrait être l'avis de tous les Nigériens, Ham Mahamadou n'est pas Ham Mahamadou aujourd'hui. Ham Mahamadou représente au moins un tiers des Nigériens. Je dis bien au moins un tiers des Nigériens. S'ils ne sont pas un tiers des Nigériens, s'ils n'est pas d'accord, on n'a qu'à convoquer des élections anticipées. C'est un défi. C'est un défi. Il représente au moins un tiers des Nigériens. Alors, demander à ceux qu'on exécute ou à se débarrasser d'un tiers des Nigériens, je qualifie ça de haute trahison. Et à propos de l'enquête du parquet à qui vous avez demandé d'ouvrir une enquête, vous avez une réponse c'était une demande verbale. Il n'y a que le président Ham Mahamadou qui peut faire cette demande-là. Parce qu'à mon avis, Ham Mahamadou dépasse largement les 400 milliards là. Ham Mahamadou dépasse largement les 2 milliards d'Exim Bank. La vie de Ham Mahamadou dépasse tout ça là. Si cette révélation s'avère vraie, je pense que le parquet n'a pas à attendre à ouvrir une enquête par rapport à ça. Honorable député, merci d'être venu et resté avec nous pour la suite de ce journal. Énième conférence hier après-midi du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Une détermination à défendre les intérêts du Niger dans le bras de fer qui l'oppose à la société minière Areva. Pour rappel, le gouvernement français a jugé légitime les demandes du Niger. Areva qui campe sur sa position et le ROTAB qui maintient le cap et ne faiblit pas. Faisons le point avec Michel Djedji et Khalid Fourema. Nos manifestations et nos interpellations, le gouvernement nigérien nous a reçus à travers le ministre d'État, ministre des Mines, un dimanche pour présenter nos propositions par rapport à notre vision des nouvelles conventions. À l'entame de cette conférence, c'est le coordonnateur du ROTAB qui a dans son mot introductif brossé la situation actuelle des négociations. Une situation qui est encore préoccupante car selon Ali Idrissa, la mise en œuvre de Imouraren qui fera du Niger le deuxième pays producteur d'uranium de la planète n'est pas pour bientôt. Pour cause, Areva refuse toujours l'application de la loi nigérienne 2006. Chose non négociable pour les structures de la société civile unies pour la défense des intérêts du Niger. Ils ont négocié il y a 2 semaines de cela à Niamey, mais selon nos dernières informations, ça n'a pas abouti. Ça doit se conclure la semaine qui suit à Paris. Le blocage reste et demeure la mise en œuvre du Code minier 2006. Areva n'accepte pas que le gouvernement nigérien lui applique le Code minier 2006 jusque-là. Et une information dont nous disposions, nous, depuis décembre 2013, c'est le report de Imouraren. Imouraren aussi est aujourd'hui mis au calendrier grec. Il ne s'agit plus pour Areva de mettre Imouraren tel que dans la convention qu'ils ont signée en mars 2009, c'est-à-dire la mise en œuvre en 2012, mais il s'agit pour Areva d'envisager la mise en œuvre au-delà de 2016. Et il est question pour nous aujourd'hui, acteurs de la société civile intervenant dans le domaine,
de nous interpeller sur les réelles ambitions d'Areva par rapport à l'exploitation minière dans notre pays. Et pour nous, c'est clair. Tant qu'ils ne sont pas prêts à accepter de mettre en œuvre le Code minier 2006, que le gouvernement mette sur le marché Cominac, les permis Cominac et Somaïr, et qu'on demande à Areva de restaurer la ville d'Arlit, de partir avec ces 50 millions de déchets d'Arlit. Et l'autre chose, Imouraren, tant qu'Areva n'est pas disposé à exploiter Imouraren tout de suite et maintenant, là je crois que le gouvernement nigérien doit s'assumer et retirer purement et simplement ce permis et le mettre sur le marché international. Suivra ensuite l'exposé du directeur des grandes entreprises de la DGI qui a dans sa communication édifié les participants sur les avantages fiscaux du Code minier 2006. Un code qui, une fois mis en application, viendra rénover l'ordonnance de 1993 et permettra ainsi à l'État du Niger d'engranger plusieurs milliards de francs CFA. Il y a beaucoup de biens et services locaux auxquels les entreprises font recours et pour lesquels ils étaient exonérés de TVA. Donc, les exonérations qu'on avait accordées en 2013 s'élevaient à plus de 2,6 milliards. Donc, si jamais, après la signature de la Convention, donc, si c'est les mêmes valeurs, donc ils auront à nous payer au moins 2,6 milliards de TVA intérieure, ce qui fait un total d'impôts et taxes intérieures sur la base des chiffres 2013, bien sûr, de 3 milliards 948 millions, contre les 18 milliards 3 rien qu'en TVA au cordon douanier. Je n'ai pas parlé des droits de douane. Donc, en conclusion, l'application de la loi minière de 2006 aux nouvelles conventions engendrera des recettes supplémentaires pour l'État du fait de la renonciation aux exonérations. Face au débat enrichissant qu'a suscité cette conférence, le coordonnateur du ROTAB a indiqué que les organisations de la société civile et leurs partenaires sont plus que jamais déterminés à lutter dans le seul but d'amener Areva à se conformer à la loi nigérienne comme tout le monde pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous voilà édifiés, merci Michel Djedi. Fin hier à Niamey d'une session de formation d'arbitres de volleyball. Nous sommes en sport pour ainsi dire. Une initiative de la Fédération nigérienne de volleyball en collaboration avec le COSNI et le ministère des Sports. L'expert chargé de la formation s'est dit satisfait des résultats atteints. Il l'a dit au micro de Ibrahim Tikiré et Omar Moussa. Cette formation a concerné de jeunes arbitres venus de toutes les régions de notre pays. Elle a été assurée pendant 5 jours par un expert de la Fédération internationale de volleyball qui a dispensé aux stagiaires des cours leur permettant d'officier aisément les rencontres et postuler à une carrière internationale. Toutes les matinées étaient consacrées à la formation théorique. Il y a 28 règles. Elles ont été étudiées d'une manière très approfondie. J'ai utilisé une technique de présentation qui s'appelle PowerPoint. Elle a beaucoup facilité la transmission des règles aux stagiaires. J'ai également amené avec moi une centaine de vidéos avec lesquelles j'ai illustré chaque règle. Je l'ai illustré avec des vidéos pour qu'ils puissent voir par l'image un exemple de la règle ou plusieurs exemples de la règle. Toutes les après-midi ont été consacrées à la formation pratique, toutes les après-midi. Pour la Fédération nigérienne de volleyball, cette formation qui s'inscrit dans le cadre du programme de coopération pour le volley de l'instance mondiale de la discipline va relever le niveau de l'arbitrage nigérien. Le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports a salué les efforts de la FENIVOLLEY pour promouvoir la discipline à l'échelle nationale et régionale. Le bon travail qui a été remarqué sur le terrain a été rendu possible grâce à l'expert de la FIVB qui nous vient du Maroc et qui a fait preuve pendant ces stages-là de beaucoup d'abnégation et de patience.
auquel je demanderai de transmettre en tout cas toute la connaissance, la reconnaissance de notre ministère, donc du ministère de la Jeunesse et des Sports, donc pour avoir fait bénéficier à notre pays donc ces stages d'arbitres. Ces jeunes arbitres outillés vont donc agrandir la famille des arbitres de la FENIVOLÉ qui a promis l'organisation de beaucoup de compétitions cette année. Un comité de conciliation entre les deux ailes du parti CDS aurait été mis en place selon une rumeur insistante ces derniers temps. Faux, rétorque le président du parti Mahaman Ousmane, que vous suivrez dans quelques instants. C'est la partie magazine de ce journal. Comme annoncé, bonne réception et bonsoir. Le Niger, là, il a une constitution ou il n'en a pas? Nous avons des lois ou nous n'en avons pas? Nous avons des règlements ou nous n'en avons pas? Eh bien moi j'interpelle M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, pour lui demander, est-ce que le Niger qu'il préside aujourd'hui là a une constitution? Est-ce qu'il a des lois? Est-ce qu'il a des règlements? Oui. Si, parce que les agissements et les comportements que nous voyons et que nous entendons nous amènent à l'interpeller lui personnellement. Oui. Si toutefois il estime que le Niger n'a pas de constitution et que le Niger n'a pas de loi et que nous n'avons pas de règlement et que c'est la jungle, eh bien qu'il sorte clairement et qu'il nous le dise et que chacun de nous prenne ses responsabilités. Jama'a Saurala. Écoutez, nous en avons marre. Attendez. Écoutez, nous avons une constitution. Il y a l'arrêt de la Cour d'appel numéro 150 du mois d'août qui est devenu définitif parce que nous disposons d'un pourvoi. Nous disposons d'une attestation de non-pourvoi en cassation. Et une telle attestation, après 90 jours après que le procès soit tenu, il n'y a pas eu de pourvoi en cassation régulièrement introduit. Et cette décision de justice est devenue définitive, exécutoire et irrévocable. Cette décision dit deux choses. Premièrement, elle dit que le congrès de Maradi, qui s'est clôturé le 2 septembre 2007 et qui a donné un mandat de 4 ans, ce mandat-là expire le 2 septembre 2011. Les mandats donnés par le congrès de Maradi sont expirés. Deuxièmement, cet arrêt dit que le jugement 300 du tribunal de première instance, de grande instance de Niamey est devenu sans objet. Il est porté à néant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres jugements qui en sont basés, eux aussi ils tombent. C'est le jugement 43, le jugement 45, même l'arrêt de la Cour d'État, pour lequel nous avons fait rétractation. Même cet arrêt-là n'a plus de base, n'a plus de support légal, compte tenu du fait qu'il y a une décision de justice qui a mis à néant le jugement 300 où nous avons été condamnés par défaut en notre absence. To Jama'a, à partir de ce moment-là, écoutez, même la rétractation dont le délibéré va sortir dans 72 heures, le mardi 25, mais même cette rétractation, elle est facilitée parce que nous avons envoyé à la Cour de cassation cette attestation de non-pourvoi ainsi que cette décision qui est devenue définitive, irrévocable et exécutoire. Donc, la question est celle-là. Mais
L'article 117 de la Constitution, je l'ai dit, je l'ai répété déjà. Mais à chaque fois, et vous les journalistes, et je ne sais qui, à chaque fois vous nous tatillez, vous nous tirez sur ça. Mais l'article 117 dit que les décisions de justice qui sont devenues définitives s'imposent aux citoyens, premièrement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'impose à moi, Mohamed Ousmane, président du CDS Rahama. Elle s'impose à moi. Mais ça veut dire aussi qu'elle s'impose à tous les militants du CDS Rahama. Tous les militants du... Elle s'impose même à ceux qui ne sont pas militants du CDS Rahama. Parce qu'on a dit qu'elle s'impose à tous les citoyens. Et elle s'impose à toi, journaliste, qui me pose des questions. Deuxièmement, on dit qu'elle s'impose au pouvoir public. Mais les pouvoirs publics aussi, c'est quoi? Mais les pouvoirs publics, c'est tous les démembrements de l'État qui agissent au nom de pouvoirs d'État. C'est-à-dire, elle s'impose à toutes les cours et tous les tribunaux de justice. C'est-à-dire qu'elle s'impose à tous les juges, à tous les magistrats et à toute leur formation juridictionnelle. Ça s'impose à eux. Ils sont obligés de tenir compte de ça. Mais ça veut dire aussi que ça s'impose à M. Brigitte Raffini, qui est Premier ministre, chef du gouvernement. Parce que la Constitution lui fait obligation à lui aussi d'exécuter les lois. Parce qu'une décision de justice, c'est ça que Mme Abdoulaye Jory nous a écrit quand les parlementaires lui ont demandé un avis. Les décisions de justice pour lesquelles toutes les voies de recours et tous les délais de recours sont épuisés prennent la force de la chose jugée. Donc elle a un caractère de loi. Ça veut dire qu'elle s'impose au Premier ministre aussi, qui est chef du gouvernement et qui a la responsabilité de l'exécution des lois. Mais ça veut dire aussi que ça s'impose à Issoufou Mahamadou, qui est président de la République du Niger, qui a juré devant nous tous, devant le monde entier, de respect sur le Coran, le livre saint de sa confession, de respecter la Constitution et de la faire respecter. Tojama, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La justice ici au Niger, sommes-nous dans une situation où la justice n'est plus rendue au nom du peuple? La justice doit-elle être rendue au nom du prince et sur la volonté du prince? Tojama, c'est pour ça que j'ai dit oui. Sur la base de cette interpellation que vous me faites, c'est pour ça que j'ai dit j'interpelle le président de la République, Issoufou Mahamadou lui-même, sur sa responsabilité face à cette question-là. Oui, dans 72 heures, le délibéré va être rendu. Vous vous êtes bien rendu compte qu'en ce qui me concerne, je suis resté silencieux. Moi, je suis quelqu'un de discipliné. Mais attention, mais pas quelqu'un de con. Oui, nous savons tout ce qui se passe. Nous sommes au courant de tout. Oh, il faut que le droit soit dit. C'est tout ce que nous voulons. Il faut que la vérité sorte, il faut que la vérité triomphe pour que nous continuions à avoir un Niger de justice, un Niger de paix, un Niger de démocratie pluraliste, où les droits et les devoirs de chacun sont respectés et garantis. C'est tout. Mais sinon, on nous parle de bureau politique de Maradi. Mais cette décision est claire. On nous parle d'arrêt rétractation. Mais l'arrêt 150 s'impose à tous, aux citoyens, au pouvoir public et à tout le monde, ainsi qu'à ceux qui ont juré devant Dieu et devant le peuple de respecter la Constitution et de la faire respecter. Je vous remercie.